Donc, je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui et puis avec les personnes qui participeront, je ne sais pas si vous m'entendez ou pas, à la table ronde à la suite de ce sujet. L'idée, c'était d'introduire un petit peu de manière un peu plus théorique et de poser un petit peu le cadre pour justement enrichir les échanges qu'on verra à la suite sur un petit peu reposer ce qu'on a un peu introduit jusque-là, donc l'interface entre les référents universitaires, les référents handicap qui sont aussi en entreprise, mais aussi faire le lien avec les coordinateurs des parcours de vie. C'est une profession et un métier qui émerge depuis quelques mois et quelques années. Merci. Qui émerge justement et l'idée c'était de pouvoir faire du lien justement entre tous ces métiers, tous ces secteurs, entre le médico-social et l'université, et de voir un petit peu quel constat on peut en faire aujourd'hui, quelles sont les limites et quels sont encore les axes d'amélioration et les points de travail sur lesquels on peut encore essayer d'améliorer en fait pour pouvoir justement, comme je disais juste avant, fluidifier les parcours des étudiants. Chaque année, plusieurs milliers d'étudiants sont en situation de handicap et du coup sont accompagnés par les universités ou les centres de formation dans lesquels ils poursuivent leur parcours d'études, sur lesquels on peut retrouver ce qu'on peut généralement dans nos activités professionnelles rencontrer le plus souvent. Donc on parle généralement des référents handicap universitaires. C'est les professionnels que vous allez retrouver en fait au sein des universités qui vont pouvoir accompagner l'étudiant dans son parcours de formation sur l'aménagement de ses études et de sa réussite académique, justement pour pouvoir faciliter et rendre accessible son parcours de formation sur cet axe-là. Dans un second temps, on parle généralement, par exemple, si on prend l'exemple de la licence dans lequel tu pourrais intervenir tout à l'heure sur l'alternance, on peut retrouver des référents handicap en entreprise, donc généralement sur des structures qui font plus de 250 salariés. Donc ça ne va pas concerner les plus petites structures ou beaucoup plus rarement, qui eux ont pour objectif d'œuvrer à l'insertion et au maintien en emploi et surtout à l'accès à l'emploi, soit des salariés mais aussi des étudiants en alternance dans leur structure, mais qui eux vont intervenir uniquement sur l'emploi et sur la sphère de l'entreprise. Et sur un troisième point un peu plus global, on parle des coordinateurs des parcours de vie qui, eux, sont plutôt des professionnels du secteur médico-social qui ont pour objectif d'accompagner en fait la personne en situation de handicap autant dans sa vie professionnelle que personnelle et qui a pour enjeu et objectif justement de pouvoir justement coordonner autant la sphère personnelle que professionnelle. Et c'est un procès qu'on ne retrouve pas forcément toujours encore dans nos pratiques et dans les accompagnements. C'est pour ça qu'on va pouvoir voir un petit peu l'idée de travailler en synergie et non pas en silo en fonction des sphères d'intervention de chacun. Donc pour pouvoir justement, le défi en fait principal qu'on peut constater quand on a construit aussi cette conférence et qu'on a travaillé sur le sujet, c'était de se rendre compte que l'articulation et la fluidité entre ces trois professionnels n'était pas toujours le cas, n'était pas toujours connu et les missions surtout de chacun n'étaient pas toujours bien connues. Donc l'idée c'était de pouvoir voir comment est-ce qu'on pourrait mieux travailler ensemble et surtout quels outils et quelles bonnes pratiques on pourrait mettre en place pour fluidifier ces parcours et l'interconnaissance de chacune des professions. J'ai souhaité repréciser un petit peu les missions de chacun parce que parfois on n'a pas toujours conscience et connaissance du cadre d'intervention de nos collègues en fonction des structures dans lesquelles on travaille. Pour reposer un petit peu le cadre, les référents handicap universitaires, donc l'idée c'est de pouvoir, comme je le disais un petit peu tout à l'heure, d'identifier les besoins spécifiques ou les besoins éducatifs particuliers d'un étudiant qui est en situation de handicap. On peut entendre par là des aménagements pédagogiques, les aménagements des examens, l'accessibilité des locaux. La liste n'est pas exhaustive, mais c'est pour vous faire un petit aperçu du sujet. Il va être interface avec les enseignants et les services administratifs, donc ça va être les partenaires internes finalement de l'université. Et il peut orienter aussi vers des dispositifs complémentaires, des bourses, des aides spécifiques ou alors des accompagnements personnalisés, là où on peut faire appel à des partenaires extérieurs sur ce cas-là. Quant au référent handicap en entreprise, donc comme je vous l'ai précisé tout à l'heure, il accompagne les collaborateurs ou les salariés de l'entreprise, mais sont aussi concernés par l'accompagnement les étudiants en alternance dans ces structures. Donc ils ont pour objectif de sensibiliser et d'accompagner autant les managers que les équipes sur les questions du handicap ou de l'intégration d'un salarié ou d'un étudiant en alternance au sein des équipes. Ils ont pour mission d'être dans la continuité de la mise en place des adaptations du poste de travail, donc dans la continuité de l'aménagement pédagogique qui pourrait être mis en place sur l'université. L'idée c'est que en théorie, qu'on puisse avoir une continuité de l'aménagement sur le lieu du poste de travail et de pouvoir suivre l'alternant et le stagiaire entre le lien entre l'université, le stagiaire et finalement l'entreprise sur la continuité de la mise en place de ses besoins et la réévaluation en tout cas de ces aménagements aux besoins pour pouvoir justement adapter en fonction de l'état de santé et de la situation de handicap de l'étudiant au plus près de ses besoins.
Sur les coordinateurs des parcours de vie, comme je l'ai dit un petit peu tout à l'heure, ils ont plutôt une vision globale sur les besoins médico-sociaux au sens large de la personne, et ils ont plutôt pour rôle d'assurer la coordination finalement entre les professionnels de santé, les établissements de formation et les employeurs. Ils ont un peu cette casquette en fait, ce qu'on dit un peu souvent dans le travail social, un peu vie personnelle, vie professionnelle, mais quelque chose de beaucoup plus large, justement ce rôle de coordination et de fédérer et de coopérer entre les différentes professions. Donc l'idée et la visée globale serait plutôt d'être sur un aspect d'aide à la mise en place de compensations pour assurer l'autonomie et favoriser l'accès à l'emploi et à l'autonomie et à la participation sociale finalement au sens large, autant dans la vie personnelle que dans la vie personnelle, mais aussi par le passage par l'université ou la formation et les études supérieures. Aujourd'hui, les constats qu'on peut faire, en tout cas sur ces métiers et sur ces différentes façons de travailler, on constate encore aujourd'hui un cloisonnement des rôles et des responsabilités. Je tiens à préciser aussi que c'est des métiers qui sont aussi assez récents, c'est des mises en place qui sont aussi assez jeunes dans les universités, mais aussi dans les entreprises, les coordinateurs des parcours de vie aussi. Donc je trouvais ça intéressant aussi de poser un peu les limites, mais on reviendra justement après sur quel point pourrait être travaillé. Mais sur les constats principaux qu'on peut faire sur ces dernières années, c'est vraiment le cloisonnement des rôles et des responsabilités, comme on l'a vu juste avant, d'avoir vraiment une sphère universitaire, une sphère professionnelle, et puis finalement les coordinateurs de parcours de vie qui sont plutôt sur un aspect médico-social qu'on ne va pas solliciter forcément quand on est un employeur ou quand on est une université. Les synergies sont encore un peu délicates. On a finalement encore un accès limité aux aménagements, soit du côté universitaire, soit du côté entreprise. Parfois, la temporalité aussi des alternances, des contrats, des stages peut aussi jouer, autant sur la durée de scolarité au sein d'un établissement que sur la durée d'un contrat de travail. C'est des choses qui sont encore mises en avant dans les constats. On a aussi un manque d'anticipation du passage vers le monde professionnel, c'est-à-dire qu'on cloisonne beaucoup le parcours d'études supérieures, puis finalement l'accès à l'emploi, la recherche d'un emploi, sans forcément faire une continuité, notamment en termes d'aménagement et de besoins éducatifs finalement particuliers qui étaient à l'université ou sur toute la scolarité, qui finalement en fait peuvent et souvent sont aussi nécessaires sur l'accès à l'emploi et le maintien d'emploi. On a très souvent une rupture qui est perçue entre la scolarité où on peut avoir des aménagements et puis finalement le monde professionnel où il peut se passer quelques années sans reconnaissance du handicap ou sans aménagement. Et puis on constate aussi une méconnaissance des dispositifs existants, soit au sein des référents handicap et des universités en termes de relations et des partenaires externes, ou en entreprise où on n'a pas forcément ce lien ou cette connaissance même du référent handicap universitaire. Finalement, les relations sont, les freins sont constatés des deux parties. Tout cela peut avoir des conséquences directes pour les étudiants en situation de handicap. Finalement, on constate un risque accru d'échec et de décrochage. Un étudiant pour lequel un aménagement spécifique ou l'accessibilité au temps de son parcours de formation, sa formation, ou finalement de son insertion professionnelle où on n'aurait pas d'aménagement, ou en tout cas les besoins éducatifs particuliers ou les besoins de compensation du handicap ne seraient pas perçus et mis en place, on peut finalement avoir un échec, un échec et un risque de décrochage en soi, puisque autant l'accès à l'emploi que la formation ne serait pas accessible et viendrait impacter finalement la scolarité et l'obtention du diplôme et finalement des compétences professionnelles pour l'insertion professionnelle future. Ça vient aussi impacter l'insertion professionnelle puisque on a forcément, on le constate en fait en termes de diplôme chez les personnes en situation de handicap, on est quand même sur une population généralement qui est sous-diplômée, aussi pour des raisons soit de manque d'accessibilité des parcours de formation sur les années passées, soit sur une méconnaissance aussi des modalités d'aménagement et de la reconnaissance du handicap à un âge qui est un peu plus jeune aussi, là où parfois les jeunes ne vont pas se considérer comme en situation de handicap et du coup on peut avoir aussi une perte d'information sur ces points-là. Et du coup, pour au plus global, on constate finalement un frein à l'autonomie et à l'inclusion sociale et à la participation sociale au sens plus large, puisque on peut avoir des ruptures de parcours entre la scolarité de l'enfance, comme on l'a présenté tout à l'heure, celle de l'université, puis celle de l'insertion professionnelle, qui devrait être en continuité et en évaluation permanente pour faciliter l'accès à l'emploi tout au long du parcours de formation du jeune. Pour aller plus loin, on a réfléchi un petit peu en construisant cette conférence. En tout cas, je trouvais intéressant de pouvoir parler un petit peu des modalités d'aménagement ou des choses qui pourraient être mises en place avec les outils qu'on a aujourd'hui.
L'idée du référent handicap ou du binôme de suivi, c'est quelque chose qui fonctionne assez bien, c'est-à-dire que créer des temps d'échange entre les acteurs, entre l'entreprise, entre les responsables pédagogiques, mais aussi les référents handicap universitaires pour pouvoir co-construire ensemble en fait des parcours d'aménagement qui soient cohérents. C'est-à-dire que les aménagements qui sont mis à l'université peuvent aussi être complètement cohérents dans le monde professionnel, et à l'inverse, ceux qui sont mis en entreprise peuvent aussi être des besoins qu'on peut constater en centre de formation ou à l'université. Donc l'idée, c'est de pouvoir justement travailler dans cette continuité, c'est-à-dire que les aménagements que l'étudiant peut avoir sur ses semaines de cours sont finalement les mêmes besoins qu'il peut avoir quand il est en entreprise sur ses semaines d'alternance. Donc finalement, il y a tout intérêt à pouvoir justement travailler sur ces aspects-là. Et puis en intégrant les coordinateurs parcours de vie, comme je l'ai dit tout à l'heure, ils interviennent aussi sur la sphère personnelle. On peut avoir des questions de mobilité, d'accès à l'emploi, de transport, de problématiques financières qui viennent aussi impacter parfois l'accès à l'emploi en termes de freins personnels, donc de pouvoir travailler justement en synergie avec tous ces professionnels pour pouvoir justement faciliter les parcours et mettre en œuvre tous les moyens de compensation, autant sur la sphère personnelle de formation que professionnelle, justement dans l'idée de pouvoir faciliter l'accès à l'emploi et l'accès à la formation. Ces idées-là seraient aussi de pouvoir avoir des outils partagés qui permettent justement des temps d'échange et de pouvoir communiquer. C'est vrai que sur les entreprises, on peut travailler de manière très interne, c'est-à-dire qu'on va avoir un suivi du salarié ou du collaborateur sur l'aspect vraiment professionnel qu'on ne va pas retransmettre à l'université en termes de besoins, d'évaluation ou de réajustement. Et à l'inverse, les aménagements qui peuvent être faits à l'université ne sont pas forcément communiqués à l'entreprise dans laquelle l'alternant se trouve une grande partie de son temps. Donc en fait, les outils partagés ou la communication, en fait, finalement, au sens large, est quand même un des piliers de la coordination entre tous ces professionnels. Et l'idée aussi de dispositifs de mentorat, c'est-à-dire qu'on a des parcours d'expérience d'université ou de centres de formation et d'entreprises qui ont fonctionné et qui sont des retours d'expérience enrichissants sur lesquels on peut s'appuyer pour pouvoir aussi lever les freins, les craintes et les préjugés que certaines universités ou certaines entreprises peuvent encore avoir aujourd'hui sur la mise en place d'aménagements et de compensation du handicap. Pour conclure un petit peu ces propos, en fait, je voulais refaire un point global sur vraiment le travail en collaboration et en synergie entre tous les professionnels, en fait. Je pense qu'aujourd'hui, on a les compétences professionnelles, on a des professionnels qui peuvent être expérimentés, d'autres qui sont encore en cours de formation. Comme je l'ai dit, c'est des professions qui sont assez récentes, sur lesquelles on a des formations comme la licence de l'UBS qui tend à se développer, mais pour lesquelles on n'a pas encore toujours des professionnels qui sont bien formés et bien au courant des dispositifs, des partenaires, de tout ce qu'on peut mettre en avant, même sur le territoire, rien que sur le territoire de Lorient, de l'UBS, on a tout un réseau qui peut être sollicité sur l'accessibilité et la compensation. Donc l'idée, c'est vraiment de pouvoir travailler en synergie et non pas en silo à l'entreprise, en université, mais vraiment travailler sur une continuité de parcours et une logique entre finalement la scolarité collège-lycée, puis finalement les études supérieures, mais avec une visée accès et maintien en emploi, surtout à long terme. Donc voilà, de pouvoir travailler sur ces aspects-là pour justement limiter les ruptures et puis finalement essayer de lever au maximum les freins qui sont structurels et sur lesquels on peut agir. Donc finalement, je conclurai plutôt en disant que l'idée serait de renforcer les ponts entre le monde de l'université et le monde professionnel qui ne sont pas si éloignés, comme on l'a dit juste précédemment. Finalement, l'université, c'est les futurs collaborateurs et les futurs salariés de demain. Donc l'idée est de pouvoir avoir une continuité et d'adopter une position d'accessibilité de ces formations-là avec des solutions plutôt pragmatiques et une visée inclusive sur cet accès-là. Donc on va pouvoir débuter la table ronde. J'avais une question un petit peu plutôt d'ordre général. Selon vous, de manière, en fonction de là où vous vous situez et de vos structures, quels sont les défis principaux qui sont rencontrés par les étudiants en situation de handicap lorsqu'ils naviguent justement entre ce monde universitaire et le monde professionnel? Je ne sais pas qui veut répondre. Je vais commencer. Alors,
Les principaux défis qui vont se présenter à un étudiant, c'est d'abord pour moi des défis psychologiques. C'est-à-dire qu'il faut que l'étudiant puisse se sentir en sécurité ou accueilli dans le futur entreprise. Enfin, il y a un besoin de confiance de la part de l'étudiant, et ça, c'est un petit peu complexe. Il a bercé, il faut bien comprendre, il a bercé dans un milieu scolaire, dans un milieu universitaire qui, même si aujourd'hui il y a encore des choses qui sont perfectibles, dans lequel on l'accompagne bien. Et la crainte essentielle de l'étudiant, c'est comment je vais être accepté en entreprise. Est-ce que je dois parler de mon handicap? Parce que ça aussi, c'est un sujet. On y reviendra. On a parlé beaucoup du handicap visible, mais on a tout à l'heure, un intervenant l'a dit, on a aujourd'hui 80% du handicap qui est invisible. Et du handicap psychologique notamment. Et la première question que va se poser un étudiant, c'est: est-ce que je dois en parler? Est-ce que ça va être bien pris? Comment ça va être vécu en entreprise? Déjà, au niveau universitaire, on a ces problématiques-là. Donc le premier défi, c'est effectivement, est-ce que je dois en parler? Et ensuite, comment je vais être accueilli dans cette entreprise? Est-ce qu'il ne va pas y avoir de l'exclusion a priori? Et comment je vais pouvoir trouver une entreprise qui, du coup, si j'accepte d'en parler, puisse m'accueillir avec mes spécificités? J'enchaîne du coup. Ce que je peux faire déjà, parce que moi je suis de la mission locale de Lorient, et je suis pas sûr que tout le monde sache ce que c'est une mission locale. Donc je vous propose de faire juste une petite présentation très très rapide. Du coup, le réseau mission locale, il a 40 ans, enfin plus de 40 ans maintenant. Il y a environ 400 missions locales en France. Et du coup, nous, on a pour but d'accompagner les 16-25 ans. Et concernant le handicap, on peut accompagner du coup les personnes jusqu'à 29 ans. Du coup, on fait partie du service public de l'emploi, sachant que la grosse structure, la grosse maison mère, c'est France Travail. Mais après, dans le réseau pour l'emploi, donc il y a la mission locale pour les jeunes. Vous avez Cap Emploi pour les personnes en situation de handicap, et puis l'APEC pour les cadres. Voilà. Alors, pour les jeunes en situation de handicap, alors je suis tout à fait d'accord sur l'aspect émotionnel, psychologique. C'est vrai que les troubles anxieux, quelles que soient les pathologies, c'est quelque chose qu'on voit, qu'on constate. Donc nous, par exemple, à la mission locale, il y a des ateliers gestion du stress. Il y a un plan santé aussi qui s'est mis en place, avec une infirmière, un psychologue aussi qui accompagne les jeunes sur ces questions-là. Un aspect sur lequel je peux peut-être aussi insister, c'est le côté plus administratif sur la fameuse RQTH, la reconnaissance en qualité de travailleur handicapé. Parce que, en fait, une grosse partie des jeunes qu'on accompagne qui ont des difficultés n'ont pas forcément justement mis en place ces reconnaissances. Et voilà, on fait le travail avec eux aussi, on les accompagne sur ce volet-là. Un aspect aussi, parce qu'on a des jeunes qui peuvent tourner en rond, qui décrochent par exemple de l'université, qu'on va accueillir, et puis on se rend compte qu'il y a des difficultés, mais il n'y a pas forcément eu de diagnostic. Donc on va accompagner aussi les jeunes par rapport à ça, en mettant en place des dispositifs d'évaluation. Donc sur le territoire, on a la chance d'avoir des structures qui permettent justement de faire des ateliers, des évaluations sur plusieurs mois, et d'avoir des bilans qui après sont transmis à la MDA, la Maison départementale de l'autonomie, ce qui est la MDPH dans d'autres régions. Et le fait d'avoir des éclaircissements sur les capacités ou les limitations de notre public permet aussi de clarifier finalement ce qu'ils peuvent faire en entreprise, si le projet est cohérent, et le cas échéant de mettre en place justement des moyens de compensation adaptés, quoi. Voilà. Selon votre expérience, je vais rebondir sur ce que vous disiez, par rapport à ce que vous pouvez constater. Quels seraient aujourd'hui les besoins des entreprises? Je sais que vous avez aussi des relations avec les entreprises, celles avec les étudiants. Quels sont les besoins des entreprises aujourd'hui vis-à-vis des étudiants en situation de handicap qui peuvent accueillir, soit sur des stages, des alternances ou sur de l'insertion professionnelle? Alors c'est toujours un petit peu délicat de parler au nom des entreprises. Voilà, je pense que c'est à elle qu'il faudrait poser la question directement. Cela étant, il y a quand même un besoin qui est un peu constant, qu'on retrouve tout le temps, c'est de l'aide sur justement le côté administratif. Voilà, les dossiers pour favoriser l'immersion d'un salarié en situation de handicap, voilà, faut faire les démarches. Au-delà de 6 mois aussi, les démarches se compliquent. Donc là, il faut faire une RLH, reconnaissance de la lourdeur du handicap, avec des évaluations spécifiques. Donc ça, c'est un sacré morceau aussi.
Alors nous à la mission locale, c'est pas trop notre cœur de métier. On va plutôt réorienter vers Cap Emploi, il y a des partenaires plus compétents, plus spécialisés que nous là-dessus. Après, ce que je peux dire quand même, c'est qu'un jeune en situation de handicap dans une entreprise, eh ben, il va faire un audit un petit peu de la structure. Il y a des entreprises où le handicap n'est pas un sujet, en fait. C'est un salarié comme tout le monde. Il y a les moyens d'adaptation sont mis en place avant même l'arrivée de la personne. Voilà. Par contre, il y a des entreprises où quand l'accueil d'un salarié, c'est pas forcément quelque chose de pensé, de réfléchi, bah, sur quelqu'un de lambda, il va s'adapter, mais quelqu'un qui en a besoin de répéter les choses, il a besoin d'avoir peut-être des documents écrits, bah là tout de suite, la fragilité, elle va apparaître, quoi. Mais du coup, ouais, pour moi, c'est si l'entreprise peut prendre ça non pas comme une contrainte, mais comme une chance pour aller vers la RSE, la responsabilité sociétale des entreprises, bah, ça contribue à tout le monde, quoi. Voilà. Merci beaucoup. Un petit peu la même question à l'échelle de l'UBS. Qu'est-ce qui peut aujourd'hui être mis en place et quel lien est fait avec les entreprises de territoire, ou en tout cas sur la continuité de parcours de l'étudiant avec autant le territoire que l'université, en synergie entre les trois parties? Alors, ce qui est mis en place déjà, donc il faut revoir un petit peu. Alors pour revenir en arrière, hein, quand on parle d'insertion, c'est important aussi de parler d'orientation. C'est-à-dire que ce qu'il faut comprendre, c'est que beaucoup d'étudiants en situation de handicap aujourd'hui se mettent des freins, et ils se mettent des freins très tôt. Donc ils ont c'est des préconçus en tout cas sur leur orientation. Donc, au niveau de l'université, déjà, on travaille avec le rectorat, avec l'Académie de Rennes, sur justement les liaisons entre le lycée et l'université, on en a parlé ce matin, et sur éventuellement déconstruire un certain nombre d'idées reçues sur l'orientation. Ensuite, au niveau de l'université, nous, on s'est organisé, depuis 2019, alors même si c'est un petit peu évolué depuis, on a créé ce qu'on appelle un pôle étudiant prévention santé handicap, qui permet de prendre la globalité de la situation de l'étudiant en situation de handicap, c'est-à-dire ça regroupe les services de santé universitaires et les services sociaux et la mission handicap. Alors pourquoi ? Parce que l'idée, c'est de pouvoir prendre de manière globale la situation de l'étudiant fragilisé par sa situation, qui va avoir besoin effectivement soit d'une orientation médicale, d'une orientation sociale, et là je rejoins ce qui a été dit jusqu'à présent, parce qu'on va travailler aussi justement sur le dossier RQTH. Et le premier travail, c'est pas uniquement administratif, hein, je l'ai dit tout à l'heure, c'est d'abord travailler sur la psychologie de l'étudiant, puisqu'il a toujours, quelque part, enfin certains ont toujours espoir à un moment donné que leur situation s'améliore et que du coup il n'y aura plus besoin d'aménagement. Donc il faut aussi travailler ces aspects-là qui sont très importants. Donc au niveau de l'université, il y a ce travail en commun qui est fait, qui a évolué un petit peu ces derniers temps, et on a un lien avec les services universitaires d'insertion et d'orientation, hein, qui s'appelle chez nous le service pour s'orienter et se trouver, et du coup avec lequel on a des liens spécifiques pour pouvoir accueillir ces étudiants-là à besoins spécifiques avec une procédure spéciale. Et bien sûr, on travaille également avec le milieu associatif. On en a parlé ce matin, 100% en dynamique, arpège, et également avec le milieu médico-social. Donc on essaye de faire du lien. Donc voilà un petit peu comment on s'organise après pour travailler le lien avec l'entreprise. Moi je pense qu'il y a une chose dont il faut se saisir, ce sont les réunions plurielles. Les réunions plurielles qu'il y a dans les universités. Parce qu'il ne faut pas hésiter, dans ces réunions plurielles, à inviter, lorsqu'on a un maître de stage, lorsqu'on a un référent entreprise, on a le droit de les inviter et d'expliquer, en tout cas, d'essayer de prendre la mesure des difficultés d'intégration de l'étudiant au sein de l'entreprise. Merci beaucoup. Pour faire suite un petit peu à ce qui a été présenté au niveau de l'UBS, est-ce que tu peux nous partager un petit retour d'expérience sur ton année, ces premiers mois sur cette L3 Qu'est-ce que tu peux nous dire? Alors moi, je suis arrivée à l'UBS en reconversion, donc j'ai postulé à la licence handicap, c'était quand, au mois de mars dernier, sans avoir la certitude de pouvoir l'intégrer, puisque dans mon parcours professionnel, j'étais pas encore très certaine d'aboutir. Bon, il s'avère qu'en fait le planning c'est tombé pile poil. Moi, je suis en situation de handicap à l'UBS pour une déficience auditive.
Pour pouvoir anticiper cette difficulté, j'avais partagé tout de suite à Delphine et Thierry dès l'entretien mes difficultés pour pouvoir les anticiper. Ça a été un petit peu compliqué. J'ai eu du mal à trouver les bons interlocuteurs tout de suite parce que je viens du privé. Le monde universitaire, je l'ai connu, mais en tant que pleinement entendante. Là, ma foi, je voulais quand même, je pense, j'étais presque certaine d'avoir besoin d'aménagement pour mes études. Donc, avant la rentrée, j'avais quand même pris rendez-vous avec la médecine universitaire et le service handicap de Gilles. Bon, il y a eu des changements de personnes dans ton service, donc bon, voilà, ça n'a pas été très simple. Bon, finalement, je me suis dit que ça allait peut-être faire. Je suis partie j'ai quitté mon ancien poste avec mes outils, donc bon, je me suis dit ça va peut-être aller. Ouais, bon. Ça n'a pas trop suffi. Gilles en est témoin, hein, je pense que voilà. Et toutes les discussions après n'ont pas abouti finalement par manque de moyens. C'est dommage. Et peut-être aussi par manque de lien entre le référent handicap de l'université et le référent handicap de mon entreprise d'accueil. Où si on avait eu des infos peut-être un petit peu plus tôt, on aurait pu faire ce qu'il fallait. Pour moi, ce sera trop tard. Pour les suivants, ce serait bien que le lien soit fait. Ça faciliterait beaucoup de choses. Merci beaucoup. Pour faire le lien justement entre finalement l'UBS et puis ton parcours, au final on a Delphine du coup qui est ingénieure pédagogique, responsable pédagogique. Toi, quel a été ton rôle justement du coup dans ce parcours-là et comment tu t'es sentie? Est-ce que tu t'es sentie soutenue? Est-ce que tu as pu travailler en collaboration avec des partenaires? Est-ce que ce qu'on a pu se dire jusque-là t'a semblé cohérent et à l'image un petit peu du vécu de l'aménagement du poste de Charline? Alors, c'est d'un point de vue, je dirais, purement pédagogique. C'est vrai que la réflexion, moi je suis arrivée en cours en fait de réflexion, hein, puisque ce parcours-là, il était déjà fléché, il était déjà pensé notamment par Thierry Morino, hein, qui est directeur de cette formation. Voilà, donc c'est vrai que quand je suis arrivée, de par mon parcours personnel et professionnel, moi j'ai pensé vraiment cette logique de parcours de façon, on va dire, comme un continuum, ce qui me paraissait logique du coup d'aller jusqu'au monde de l'entreprise et de penser finalement coordination de parcours, mais jusqu'à l'insertion pro, et de ce fait de pouvoir aussi toucher ces nouveaux métiers dont tu as parlé, qui sont les métiers de référent, que ce soit en organisme de formation comme en entreprise. Donc mon rôle, ça a été, avec Thierry, déjà de pouvoir penser cette logique de parcours, hein, de pouvoir avoir une réflexion vraiment très globale sur qu'est-ce que ça veut dire quand on est en situation de handicap. Moi, ça me paraissait pas concevable, même si je suis issue plutôt du secteur médico-social, de m'arrêter à la porte de l'institution, justement, puisqu'aujourd'hui, on est plutôt sur une forme de désinstitutionnalisation, ou en tout cas de transformation de l'offre de service, ça c'est sûr. Et de ce fait, ça me paraissait complètement logique de penser ce parcours-là de façon plus large. Donc moi j'ai eu un rôle aussi avec Thierry de construction de cette maquette, hein, de formation, donc avec cette réflexion et cette vision sur le long terme. Et puis, effectivement, il y a tout l'aspect, on va dire, purement pédagogique en termes de construction de matière. Et là, effectivement, on a eu en plus une temporalité relativement, je dirais assez faible, parce qu'on a construit ce parcours-là sur un an quasiment. Donc ça supposait d'être à la fois sur de la construction de contenu et d'être sur aussi la construction de réseaux pour faire connaître aussi ce parcours-là. D'abord parce que c'est un nouveau parcours, donc forcément derrière il y a tout un travail à faire pour faire connaître ce parcours de tous. Et puis tout un travail aussi de recherche de partenaires, puisque c'est un parcours qui se fait uniquement en alternance aujourd'hui. Voilà, donc moi mon rôle en tant qu'ingénieur pédas, ça a été surtout ce rôle-là,
plus le rôle un peu de prospection pour pouvoir trouver des lieux d'accueil. Et là, c'est vrai que j'ai mobilisé pas mal le réseau que je pouvais avoir dans tout le secteur médico-social. Voilà, donc il y a un gros travail encore à faire autour de la connaissance de ce parcours-là. Notamment auprès des entreprises, puisque notre vocation aussi, encore une fois, c'est de former à la fois les référents en entreprise et potentiellement les référents aussi qui se trouvent en organisme de formation. Voilà, pour ce qui est d'accompagner du coup les personnes en situation de handicap, ça a été le cas avec Charline. Voilà, donc c'est vrai que le rôle que moi j'ai pu avoir, ça a été d'abord de pouvoir identifier quelle était la situation des étudiants, et notamment la situation de Charline qui a été très transparente rapidement. Et puis derrière de faire de la mise en lien, j'ai envie de dire, avec effectivement le service en santé de Gilles, pour ce qui est de l'évaluation, je dirais, des besoins, qui derrière doit déboucher potentiellement sur une mise en œuvre d'adaptation en fonction des besoins. Donc voilà, donc moi je dirais que mon rôle, il s'arrêtait là dès le départ, entre guillemets, puisque c'est une passation de relais aussi. Et puis après, de reprise aussi de la situation pour savoir comment ça avait évolué. Et oui, après, comme tu as pu le souligner, Charline, je pense qu'on a encore à travailler, effectivement, et c'est tout l'objet de cette thématique-là. Je pense qu'on a vraiment à travailler sur apporter de la fluidité sur les coopérations. Je pense qu'on en a déjà échangé aussi avec Gilles sur la nécessité qu'on a vraiment à travailler beaucoup plus entre les référents des organismes de formation et les référents d'entreprise quand il y en a, quand ils sont formés aussi, parce qu'on est confronté à ça aussi, des gros besoins de professionnalisation aussi de ces métiers-là. Et de ce fait, voilà, c'est aussi une magnifique illustration, Charline, de ce qu'on a besoin aussi de continuer à travailler, c'est-à-dire cette coopération avec le monde de l'entreprise pour justement anticiper beaucoup mieux les réponses à apporter, sachant que Charline, pour le coup, toi tu connaissais aussi les adaptations qui auraient été, voilà, et que derrière c'est des recherches de financement, etc. Donc ça veut dire travailler les coopérations aussi avec les organismes qui sont susceptibles aussi de financer ces adaptations, qui sont le FIPHFP dans le monde public ou la GFIP. Donc voilà, donc c'est aussi des coopérations à développer avec ces acteurs qui sont les acteurs bien évidemment essentiels de l'insertion, puisque ce sont des acteurs qui sont potentiellement des partenaires aussi pour de l'adaptation au poste, mais de l'adaptation aussi durant la formation. Voilà, donc voilà. Après, moi, j'ai un autre rôle qui est de faire de la coordination pédagogique aussi durant la formation. Donc là, par exemple, pour illustrer, toujours par rapport à toi, Charline, c'est aussi de l'anticipation par rapport au contenu de formation. Donc c'est en amont, demander aux intervenants, s'ils ont des vidéos, par exemple, de les transmettre en amont pour que Charline puisse les visionner avant le cours. Donc voilà, donc moi je dirais que j'ai un rôle aussi de coordination par rapport aux besoins pour pouvoir potentiellement faire le lien, bien évidemment, avec les intervenants, puisqu'on a sur environ 40 intervenants, on a près de 60% d'intervenants qui viennent du monde extérieur aussi. Voilà, mais comme on peut avoir aussi des besoins de coordination avec les enseignants aussi qui sont rattachés à l'Université Bretagne Sud. Donc voilà, donc moi j'interviens aussi à ce niveau-là pour essayer de fluidifier aussi, de faciliter aussi tout ça, l'aménagement aussi de la salle par exemple, le fait que voilà, bon, je vois que tu souris, Charline, parce que c'est une répétition aussi, parce qu'on oublie vite, parce que même sur de l'anticipation, c'est comment j'organise aussi l'espace pour que, comme Charline lit aussi sur les lèvres, comment est-ce que je peux organiser l'espace pour que justement la personne puisse lire sur les lèvres, comment je préviens les intervenants aussi, enfin voilà, tout ce rôle de coopération et de coordination qui est fondamental finalement et qui doit être assuré par quelqu'un dans tous les cas, parce que c'est pas une évidence, c'est une évidence pour personne. Merci beaucoup. On a parlé jusque-là un petit peu aussi, je rebondis sur ce que vous avez dit. On a parlé des acteurs internes, mais on a aussi des partenaires externes.
On a parlé aussi des délais administratifs et des barrières psychologiques que certains étudiants peuvent avoir à faire une reconnaissance administrative du handicap qui peut finalement être nécessaire, notamment pour mettre en place des aménagements en entreprise et sur le lieu de l'alternance. Finalement, on est déjà confronté à ces premières barrières-là. La seconde va être sur les délais administratifs de traitement des dossiers auprès des MDA ou des MDPH. Et puis finalement, tu en as parlé jusque-là et je rebondis sur les financements aussi des aménagements de poste par la GFIP ou le FIPHFP. Tout ça, ça prend du temps. Est-ce que cette temporalité-là, elle s'inscrit dans la temporalité universitaire entre le moment de l'admission, de l'inscription et l'arrivée de l'étudiant, ou finalement parfois, la temporalité qui n'est pas la vôtre en fait finalement, qui est incombée, vient impacter les parcours des étudiants? Je serais tenté de dire tout dépend. En fait, on a aussi l'université, il ne faut pas l'oublier, est parfois déclencheur d'un certain nombre de choses. On parlait du handicap psychologique. Parfois, ça se déclenche au niveau de l'université. Et dans ce cas-là, la temporalité, elle n'est pas assez importante. Surtout si l'étudiant part après 2 ans sur un DUT ou sur une année, par exemple, comme Charline qui ne vient qu'un an sur une licence pro. Donc, on a parfois cette difficulté-là. Alors, quand le handicap est reconnu depuis la plus jeune enfance, voilà, après, il peut y avoir un travail effectivement psychologique ou en tout cas un travail de temporalité, c'est-à-dire essayer de le travailler le plus tôt possible pour que la reconnaissance, la RQTH, se fasse dès la première année, dès son arrivée à l'université, mais parfois cette temporalité, elle n'est pas toujours présente, parce qu'on a à faire face à un certain nombre de cas complètement différents. Et puis, il ne faut pas oublier aussi une chose importante, c'est qu'à l'université, eh bien, on aménage les études et les examens, pas uniquement pour des étudiants qui vont avoir une reconnaissance de qualité de travailleur handicapé. C'est pas tout le type de handicap. Et non, on est aussi confronté à ça. C'est-à-dire que certains étudiants vont pouvoir y prétendre, d'autres, même si on fait un dossier, seront à la limite. Et moi aussi, je crois beaucoup, on va dire, à toutes ces mesures d'accessibilité. On en a parlé un petit peu ce matin, parce que au-delà de la reconnaissance de qualité de travailleur handicapé, il faut penser à tous ceux qui sont effectivement à la limite, qui ont des aménagements d'examen ou des aménagements d'études, mais qui au final, arrivés en entreprise, eh bien, vont se retrouver confrontés à une réalité qui est que ils ne rentrent pas dans les cases de la RQTH et que il va falloir faire sans. Et ça, c'est pas facile tout le temps. Je profite du retour du micro, du coup. Moi, je participe aux commissions de la MDA, du coup, donc dans le pôle adulte, et on reçoit le listing tous les mois des moins de 26 ans qui passent en commission. Donc, pour un certain nombre, ils peuvent être étudiants. Et ce que je peux dire, c'est que l'entrée en formation, c'est un motif prioritaire, et que ça peut permettre aussi que les dossiers peuvent passer de façon prioritaire pour justement que des mesures soient anticipées pour que le début de la scolarité se passe bien. Une petite chose aussi que je voulais dire, n'hésitez pas à contacter les missions locales qui sont proches de vos universités, parce que justement, voilà, les missions locales des fois sont conviées dans les MDPH, les MDA. Il y a aussi des dispositifs comme le parrainage qui permettent d'être parrainés. On a des professionnels qui peuvent parrainer, marrainer des jeunes. Donc en général, c'est des chefs d'entreprise, des cadres. Donc ça contribue à l'insertion professionnelle. Et puis dans un autre registre, il y a aussi des dispositifs sur la mobilité. Donc pour favoriser l'accès au permis, il y a aussi la possibilité d'avoir des bénévoles qui font passer des heures de conduite. Donc voilà, il y a un certain nombre de choses qui existent. Après, chaque mission locale est différente. Donc après, à voir en fonction de vos régions. Vous avez peut-être une question ? Je ne sais pas si c'était le moment de poser une question, mais je la pose. Les missions... Ah, d'accord, pardon. Les missions locales prennent en compte les jeunes, donc 20-25, mais qui sont inscrits comme demandeurs d'emploi. Si on vous envoie des étudiants de nos universités qui ne sont pas inscrits comme demandeurs d'emploi, vous les prenez en compte ? Non. Ah. Alors oui, en fait, sur les... C'est ce qui me semblait. À partir du moment... En fait, les missions locales ont vocation à raccrocher effectivement les jeunes à soit une formation, soit à l'emploi. Par contre, on peut intervenir en cas de décrochage, ça c'est une chose, ou après, à la sortie du système scolaire. Oui, après, un étudiant peut quand même venir nous voir
en faisant partie du service public, on est en mesure aussi d'accueillir tout le monde et de donner un premier niveau d'information. Oui, mais les dispositifs d'accompagnement, effectivement, après, il faut être considéré comme demandeur d'emploi. Oui, tout à fait. Fabienne Lecor, moi je travaille à la mission locale aussi, donc c'était de compléter les propos de mon collègue. C'est vrai qu'on accueille des étudiants pour un premier niveau d'information, puisqu'on est aussi habilité et labellisé pour accueillir tous les jeunes, on va dire, du territoire. On ne pourra pas forcément lui proposer un accompagnement, mais on aura déjà un premier niveau d'information. On peut aussi faire le relais, évidemment, avec les services de l'université qui peuvent aussi, à un moment donné, faire passerelle et reprendre le travail de réorientation, essayer d'approfondir le diagnostic de la situation et puis de travailler un peu en co-accompagnement pour mutualiser parfois nos services et mobiliser finalement les aides ou les services qui pourront faciliter ou permettre aux jeunes étudiants de poursuivre, enfin, en tous les cas, son travail, son projet d'études ou d'insertion professionnelle, quoi. Voilà, mais c'est vrai qu'on travaille avec l'université très régulièrement sur d'autres sujets, avec le SPOT notamment, on vient de conventionner. Donc c'est vrai que on peut, comme le disait très justement Raphaël, c'est-à-dire sur tout le dispositif de parrainage et marrainage, on a aussi vraiment des chefs d'entreprise qui sont mobilisés pour soutenir, accompagner des jeunes qui sortent aussi de l'université, qui ont besoin d'un coup de pouce pour accéder à un premier emploi. Enfin, voilà, ce sont en tous les cas des ressources qui sont mises à disposition aussi au service des étudiants du territoire. Voilà. Bonjour, Xavier Carlin d'Uni-la-Salle. J'ai deux questions. La première, alors ça serait peut-être de manière plus générale au ministère. La première, c'est quid d'une RQTH plus adaptée aux étudiants, parce que reconnaissance en qualité de travailleur handicapé, les étudiants ne se reconnaissent pas comme travailleurs et ont du mal à faire cette démarche, et puis le terme est juste horrible. Alors je sais que le CNCPH avait commencé à travailler dessus il y a quelques années, mais je crois que ça n'a pas été beaucoup plus loin. C'était à l'époque Sophie Cluzel, si je me trompe pas. Donc oui, la conférence des grandes écoles dont je fais partie proposait justement qu'il y ait un statut intermédiaire aussi, et je ne sais pas si ça c'est dans notre livre blanc en tout cas de la conférence des grandes écoles, et on n'a pas encore de réponse du ministère à ce sujet, mais ça pourrait être aussi un point intéressant pour faciliter l'accompagnement vers l'emploi et vers les stages pour ces étudiants. Et l'autre question, ce serait c'est par rapport à l'emploi, au dispositif d'emploi accompagné. D'un côté, j'ai des échos comme quoi ça pourrait aider les étudiants à trouver des stages, et j'ai discuté récemment avec la secrétaire générale du comité interministériel du handicap qui me disait que ce n'était pas pour les stagiaires, mais plutôt uniquement dans le cadre de l'emploi, de la recherche du premier job. Et moi, je vois qu'il y a des étudiants, j'en ai en tête en particulier dans l'école dont je suis référent handicap, qui auraient besoin d'un tel dispositif pour trouver son emploi. Il ne pourra pas faire ses premiers pas seul, sans cet accompagnement dans l'entreprise, qu'il a vraiment besoin d'un de beaucoup d'accompagnement. C'est un étudiant qui est autiste, avec un autisme Asperger, un TSA assez impactant. Voilà. Alors là, on commence à rentrer dans le technique, là. Alors, je connaissais pas cette initiative-là d'avoir une RQTH spécifique étudiant. Ouais, c'est l'idée. Ouais. Non, c'est une proposition, je pense, qui peut être intéressante. Moi, de ce que je sais, c'est qu'il y a deux dispositifs. Une fois qu'il y a la RQTH, il y a deux choses qui peuvent être mobilisées par rapport à la formation. Il y a l'apprentissage accompagné. Donc là, il faut deux choses. Il faut une RQTH et un contrat d'apprentissage. Et le deuxième dispositif, c'est le dispositif de formation accompagnée, donc avec un nouveau acronyme horrible, c'est le DFA. Et donc là, le DFA a pour but de faire le lien entre la formation et le soin. Voilà. Alors, j'enchaîne peut-être avec le dispositif d'emploi accompagné. Si, c'est ça. Alors en fait, c'est pas pour les stages. C'est le dispositif de dernier recours. Quand en fait quelqu'un a fait un petit peu tous les dispositifs d'accompagnement, il reste celui que vous avez évoqué.
Donc il faut avoir une RQTH et il faut avoir une orientation, enfin, il faut avoir pour projet de travailler dans le milieu ordinaire. Donc à partir de là, nous, mission locale, par exemple, on peut orienter. Donc c'est la maison départementale de l'autonomie qui est prescrit ce dispositif. Et après, il y a un job coaching qui se met en place avec un job coach qui a une trentaine de personnes en accompagnement et qui peut aller en entreprise, faire des sensibilisations, se rendre le matin au moment de l'embauche s'il y a de l'anxiété. Les job coachs peuvent aussi mobiliser les aides de la GFIP. Voilà. Mais je pense pas que ce soit adapté pour des étudiants. Là, on est sur des gens qui sont sortis du système scolaire et qui vont vers l'emploi, quoi. Donc après, voilà. Oui, on va pouvoir du coup peut-être sur les quelques dernières minutes qui restent, justement voir un petit peu avec vous sur une note un petit peu plus positive. À votre échelle de chacun, quelle serait l'action ou une action que vous pourriez mettre en place demain pour faciliter en tout cas l'accessibilité, la compensation du handicap des parcours des étudiants en situation de handicap, vers une visée justement de pouvoir travailler en collaboration pour favoriser l'accessibilité. Je ne sais pas qui veut répondre en premier. Alors, les actions, il y en a plein, mais il m'en vient une en tête en fait. En tout cas, c'est ce sur quoi on travaille, c'est l'amélioration du recueil des offres d'emploi à destination des étudiants qui pourraient bénéficier de l'obligation d'emploi dans le cadre du BOE. Et puis référencer aussi un travail de référencement des entreprises handi accueillantes, on va le mettre comme ça entre guillemets, que ce soit pour des stages ou que ce soit de l'alternance, parce qu'on le voit bien, en fait, on a vraiment besoin d'avoir des ressources parce que, comme on l'a dit, il n'y a pas des référents handicap entreprises partout. Il y a des entreprises qui ont une vraie politique en faveur du RSE, comme le disait Raphaël à l'instant. Et donc c'est important aussi de pouvoir, pour des étudiants qui sont anxieux, enfin voilà, ça répond en partie à la question qui a été posée juste avant, c'est important de pouvoir les orienter peut-être vers les bonnes entreprises. Voilà, c'est une piste, hein, c'est pas... Je vais répéter la question. L'idée, c'était de pouvoir proposer une piste d'action ou une proposition concrète qui pourrait être mise en place assez rapidement pour favoriser le travail en synergie entre tous les acteurs, dans l'idée de favoriser l'accessibilité autant au parcours universitaire et à la continuité des étudiants. Alors, je peux évoquer quelque chose. Lorient Agglomération a passé une commande à la mission locale pour développer une plateforme emploi-formation. Donc là, la plateforme, il y a eu pendant 1 an et demi, il y a un travail collaboratif qui a été fait pour recueillir aussi le témoignage des jeunes. Voilà, donc la plateforme vient d'être inaugurée. Et du coup, c'est un outil en ligne qui permet d'avoir une carte avec les entreprises qui se proposent pour accueillir des personnes, faire découvrir leur métier. Donc les entreprises mettent les métiers qui sont concernés au sein de l'entreprise. Il y a certaines informations aussi. Donc c'est un sujet, je pense que la plateforme, ça peut être un levier aussi intéressant pour favoriser l'interconnaissance des personnes, favoriser les rencontres. Merci beaucoup. La plateforme s'appelle Mon Futur Pro, si vous voulez aller jeter un œil. Merci. Charline, toi, à ton échelle, qu'est-ce qui aurait pu faciliter ton parcours et quels conseils tu pourrais donner à l'ensemble des professionnels qui sont là aujourd'hui, justement en parlant un petit peu au nom des personnes en situation de handicap, même si c'est très large et que ça ne représentera pas l'échantillon global, mais quels conseils tu pourrais apporter ? Moi, je dirais faire plus de liens entre les entreprises et l'université au travers des référents handicap université, mais aussi entreprises quand ils existent. Et je dirais aussi former les référents handicap des entreprises qui parfois récupèrent la mission sans l'être et qui veulent bien faire, mais qui finalement, parfois, c'est un peu à côté, quoi. Pas toujours, c'est sûr. Oui, je pense que le mot formation, c'est le cœur du pourquoi on est là. En tout cas, ça c'est sûr que dans mes missions, la formation, elle est au cœur de tout. Donc, comme tu dis, c'est continuer à former tous les acteurs
qui gravitent dans le champ du handicap, que ce soit les référents entreprises, mais je pense aussi dans les organismes de formation, on continue aussi à monter en compétences. Voilà. Et c'est le cœur aussi des GNRH d'aujourd'hui et de demain, qui est de développer les coopérations et d'avoir des partenariats qui soient vraiment formalisés, officialisés, peut-être même avec des procédures peut-être systématiques sur de la saisine. Voilà. Enfin, je regarde Gilles parce que c'est vrai que c'est aussi en lien avec le service en santé. Je pense que voilà, il y a probablement encore beaucoup de choses à travailler sur comment est-ce qu'on peut améliorer justement, fluidifier ces parcours en anticipant, c'est-à-dire dès le début, donc avant la rentrée finalement quand c'est possible, en prenant des contacts vraiment avec les acteurs à la fois de l'entreprise d'accueil dans le cadre de l'alternance, mais aussi encore une fois des organismes qui peuvent accompagner au financement et à la mise en œuvre des adaptations quand il y a des besoins. Super, merci beaucoup. Je pense que c'était le mot de la fin et que ça venait conclure un petit peu les propos qu'on a voulu aborder sur cette conférence. Donc j'espère qu'on a répondu à vos questions et qu'on aura pu vous apporter des éclairages sur le sujet. Je vais relayer les questions à distance. On en a 3, dont 2 qui se recoupent. D'abord, quelle formation conseillez-vous pour devenir référent handicap des étudiants dans l'enseignement supérieur? Et donc cette question complète. En tant que fonctionnaire référent handicap, quelle formation conseillez-vous? Je peux peut-être répondre à titre personnel à cette question-là. Pour ma part, j'ai fait un DU à l'université Paris-Est Créteil qui reprenait justement des questions de droit privé et de droit public, qui forment en fait les référents autant en entreprise que sur la fonction publique. Donc ça, pour un premier point, j'ai pas connaissance de d'autres formations, en tout cas à l'échelle, enfin sur le territoire national, qui prendraient en compte. Il y en a d'autres, ouais. Ouais, je pense qu'il y en a. Il y en a peut-être du coup si vous voulez compléter après, effectivement, en tout cas. Et du coup, à la suite, il y a quelques masters qui existent, enfin des masters 2 qui existent en spécialité sur le handicap, sur l'accompagnement, sur la Bretagne, sur Lyon, Poitiers, Paris. Il y en a plusieurs qui existent en tout cas sur cette question-là, et la L3 sur Lorient du coup. Si quelqu'un peut compléter. Il y avait une autre question à distance, donc je sais pas si... Alors j'ai une autre question à distance, mais peut-être que quelqu'un voulait compléter sur les réponses, c'est ça? Oui. En fait, voilà, je peux juste apporter mon témoignage. Je suis responsable d'une licence professionnelle accompagnement des publics à besoins spécifiques que j'ai créée en 2001 à l'université de Picardie Jules Verne. Et j'ai certains de mes étudiants qui sont devenus référents handicap et qui ont poursuivi après dans ce secteur, à la fois donc en entreprise ou référents handicap dans les universités. Voilà, et qui sont allés en stage aussi chez mes collègues. Oui, juste pour info, donc il y a un master... Pardon? Oui, il y a un autre master 2, EPSIN, qui forme les... Il y a un autre master 2 EPSIN, donc qui forme les référents handicap aussi bien du public et du privé. Voilà, à Montpellier 3. Bonjour à tous et toutes, Marie-Pierre Touban, CNSEI. C'était pas tellement sur cet aspect-là, mais je voulais profiter qu'il y ait un nouveau tour de parole, peut-être pour réagir sur 2 points que vous avez abordés dans le cadre de la table ronde. Premier élément, c'était sur la question de l'emploi accompagné, où je voulais quand même souligner que depuis la réglementation récente, l'emploi accompagné est bien ouvert aux jeunes à partir de 16 ans, donc qui est quand même une information importante et qui ne nécessite pas forcément une orientation de la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, mais que l'ensemble des services
enfin l'ensemble du service public de l'emploi pouvait orienter, hein, donc on est dans une logique de droit commun, vers l'emploi accompagné, donc Cap Emploi, évidemment France Travail, et puis les missions locales également. Donc voilà, c'était juste cet élément-là. Et quand même, comme on a abordé la question de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, indiquer que dans les annonces récentes du comité interministériel du handicap, il y a cette idée dans le cadre de la simplification administrative, que tous les jeunes, à partir du moment où ils atteignent l'âge de 16 ans, puissent avoir accès de façon automatique à cette reconnaissance, à partir du moment où ils ont un dossier à la MDPH. Alors, c'est une annonce, il n'y a pas de transcription réglementaire, il n'y a pas de transcription législative encore, et il y a des dimensions d'équivalence. Hein, aujourd'hui, le fait d'avoir un PPS, d'avoir une PCH, il y a une équivalence RQTH, mais il y a des éléments qui bougent sur cet élément-là, et évidemment, dans la question du lien formation-emploi, c'est un élément particulièrement important. Il y a une autre question dans le chat sur l'entrepreneuriat, sur comment accompagner un étudiant en situation de handicap vers l'entrepreneuriat. Je voulais apporter quelques éléments puisque justement cette année, on a engagé un travail avec les pépites. Je ne sais pas si vous connaissez tous les pépites de votre territoire, de leur proposer des formations au handicap, une sensibilisation pour être plus sensibles aux besoins des étudiants et justement aussi les accompagner vers cette insertion professionnelle particulière qui est l'entrepreneuriat et bénéficier du statut SN2E, statut national d'étudiant entrepreneur. N'hésitez pas à vous mettre en lien avec les pépites parce que là aussi il y a de belles connexions à créer et des projets à accompagner. Et les aider aussi à monter en compétences potentiellement sur le handicap, parce que moi je travaille avec les pépites à Toulouse et ils ont besoin un peu de, quand même de, enfin c'est pas, ils sont pas spécialisés dans le handicap quoi. Je vais me permettre de reprendre la parole pour vous faire part d'une expérience, parce que je crois que cette relation que vous évoquiez, elle existe entre les différentes composantes, hein, les différents référents. À l'Université d'Avignon, nous avons évidemment des étudiants en situation de handicap qui sont alternants. J'ai trouvé qu'il y avait un absent là-dedans, dans vos échanges, dans les échanges, c'est le CFA enfin, nous on travaille avec le CFA, comment il s'appelle ? J'ai une absence, Formasup. Et chez Formasup, il y a une référente handicap et diversité, et en fait, la relation, elle est là, avec l'entreprise. C'est la référente du CFA qui est en lien avec l'entreprise, et parfois, il y a échange entre l'université, enfin le relais handicap, le service du CFA et l'entreprise, pour justement voilà, essayer de coordonner tout cela. Et effectivement, si RQTH, il y a. Sinon, il n'y a rien du tout. Quoi. Mais les CFA, et notamment au niveau de la mobilisation des fonds, c'est pas l'université, enfin en tout cas pas chez nous, c'est pas l'université qui demande des fonds hein, pour l'aménagement de postes par rapport à cette alternance, c'est le CFA. Voilà. Petit tir groupé je reviens sur la formation. Donc là, il y a les formations qu'on peut faire. Moi, à titre personnel, j'ai fait une formation activité physique adaptée. Donc il y a le mérite d'être sensibilisé au handicap et de le, comment dire, j'ai envie de le vivre quasiment en faisant des simulations. Et rien ne vaut l'expérience personnelle. Moi, j'ai un petit garçon de 5 ans qui a un trouble de l'attention et l'hyperactivité. Je suis super calé sur le trouble de l'attention. Voilà. Et plus on est sensibilisé à titre personnel, plus derrière, dans la vie professionnelle, on va avoir les outils. Parce que quand on le vit, quand on est soi-même concerné ou quand on a nos enfants ou des gens dans notre famille qui sont concernés, forcément on voit les choses différemment et on n'est plus juste dans l'analyse peut-être des situations. Après, pour l'apprentissage, vous avez raison. Je pense que c'est depuis de longue date aussi, l'apprentissage favorise
l'interconnexion entre les entreprises et les centres de formation, et que du coup, vu qu'il y a une meilleure communication, bah voilà, le handicap, c'est un sujet qui est abordé aussi de façon plus naturelle. Et puis il y a du coup, comme je disais, l'apprentissage accompagné aussi vient renforcer cet accompagnement-là. Mais là, c'est vrai qu'on est plutôt dans le cadre de l'apprentissage, effectivement. Ouais. Alors en complément de la formation, je pense que ce qui est intéressant aussi, alors je sais que le ministère a sorti 2 fiches de poste, mais je crois qu'il y a aussi un vrai travail à faire sur les carrières dans les métiers de référent handicap, sur une branche d'activité professionnelle dédiée. Je pense que là, il y a un vrai travail qui... alors peut-être qu'il est en cours, hein, mais je pense que là-dessus, c'est plutôt c'est ce sujet-là qu'il faudrait aborder, à mon avis. Alors il y a la formation, bien sûr, mais après, si on met en place une branche d'activité professionnelle, la formation, elle suivra forcément. Oui, bonjour, Fabien, donc de l'UBS, du service handicap de l'UBS, Fabien Colleux. Donc c'était juste pour apporter mon expérience concernant l'accompagnement des étudiants qui relèvent donc de l'alternance. Là, hier, on a encore fait l'expérience de quelque chose qui est assez rare, mais qui existe, la preuve d'une réunion plurielle où on avait invité donc le CFAI, qui est le CFA, qui est propre à l'école d'ingénieurs qui dépend aussi de l'université, d'une association qui s'appelle Osons l'égalité, qui travaille avec le CFAI, et donc de l'entreprise qui était là aussi, alors que l'étudiant ne bénéficie pas d'une RQTH. Donc il y a une proposition qui a été faite à l'entreprise qui est au courant que l'étudiant ne bénéficie pas d'une RQTH, et elle a accepté un certain nombre d'éléments qu'elle a entendus pendant la réunion plurielle, et effectivement elle a pris en considération certains aménagements qui pouvaient être préconisés, et ça ne lui a pas posé davantage de problèmes. Donc c'est juste pour dire que la loi, il y a des lois qui sont restrictives parfois, mais que parfois on peut envisager des choses qu'on peut inventer, qu'on peut essayer d'inviter aussi des partenaires autour de la table, même si la loi ne le permet, c'est pas qu'elle ne permet pas, en tout cas, elle peut permettre de ne pas y participer, et parfois les employeurs ou d'autres acteurs peuvent accepter d'y participer et d'apporter aussi leur expérience, et voilà. Donc c'était juste pour dire qu'il y a le droit, mais on peut essayer de pousser des fois un petit peu au-delà, voir ce qu'on peut faire ensemble, quoi. Merci. Merci, Jérémy Audivier, chargé de mission handicap de l'Université de Pau. Juste pour rebondir sur ce qui vient d'être dit, c'est qu'on parle beaucoup de la RQTH. En fait, la RQTH, c'est facilitant, mais je tiens à rappeler que du point de vue du droit, en entreprise, le handicap se prouve par tout moyen. Il n'y a pas besoin forcément de la RQTH. Très bien, s'il n'y a plus d'autres questions, je vais remercier nos 5 intervenants. Et puis donc, je vous propose une pause d'1 demi-heure avant de nous retrouver ici dans l'amphi. Merci.